16 juillet 1945, 9h23. L'ingénieur britannique Stanley Hooker fixait, incroyable, l'aube de turbine du réacteur allemand Jumo 004 devant lui. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tenait la pièce métallique à la lumière. L'aube était creuse, totalement creuse, avec un réseau de canaux de refroidissement microscopiques à l'intérieur, à une température de fonctionnement de 850 degrés Celsius. Le matériau restait stable, précis, indestructible. Hooker, ingénieur en chef chez Rolls-Royce et l'un des esprits les plus brillants de Grande-Bretagne, devait se rendre à l'évidence. Cette turbine allemande avait au moins 5 ANS d'avance sur sa propre technologie. Il écrivit le soir même, dans son journal technique, aujourd'hui archivé au Rolls-Royce Heritage Trust. Nous ne développons pas un nouveau moteur, nous copions un chef-d'œuvre allemand. Le Jumo 004 n'était pas simplement un réacteur. C'était la première turbine de l'histoire produite en série, développée par une petite équipe d'ingénieurs allemands, sous la direction du docteur Anselm Franz, chez Junkers Motorenbau à Dessau, entre 1940 et 1945, plus de 5000 unités furent construites, chacune fournissant 900 kg de poussée, pour un poids propre de seulement 720 kg. Le rapport poussée-poids de 1,25.1 était révolutionnaire. Les réacteurs britanniques de l'époque atteignaient au mieux 0,71, les Américains étaient à 0,651, le Jumo 004 fit du Messerschmitt Me 262, l'avion de chasse le plus rapide de la guerre, avec une vitesse de pointe de 870 km/h. Il dépassait facilement tous les chasseurs alliés, mais la véritable génialité se cachait sous la surface, enfouie dans des milliers de décisions d'ingénierie, de calcul et d'innovation qui allaient changer l'aviation à jamais. Quand Stanley Hooker et son équipe commencèrent, à l'été 1945, à démonter et à analyser les réacteurs Jumo 004 saisis, ils réalisèrent rapidement l'étendue du choc technologique. La Grande-Bretagne avait travaillé sur ses propres moteurs à réaction pendant la guerre, notamment les modèles Welland et Derwent de Frank Whittle. Ces réacteurs fonctionnaient, mais étaient lourds, inefficaces et nécessitaient un entretien extrêmement fréquent. Le Welland fournissait 770 kg de poussée pour un poids de 850 kg. Il consommait 1,17 kg de carburant par kilogramme de poussée par heure, tandis que le Jumo 004 allemand n'en nécessitait que 1,08 kg. Cette différence de 9% semble marginale, mais signifiait en pratique 200 km d'autonomie supplémentaire ou 15 minutes de temps de combat additionnel. De plus, les réacteurs britanniques utilisaient des compresseurs centrifuges, de grandes structures radiales, qui prenaient beaucoup de place et augmentaient la traînée aérodynamique. Le Jumo 004, en revanche, utilisait un compresseur axial à 8 étages révolutionnaire, qui déplaçait l'air en ligne droite à travers le réacteur, ce qui permettait une forme mince et aérodynamique. Cette décision, à elle seule, réduisit la traînée frontale de 40% par rapport aux conceptions britanniques. Le développement allemand avait commencé en 1939, lorsque le ministère de l'Air du Reich chargea les usines Junker de développer un moteur à réaction pour la prochaine ère des avions à réaction. La direction fut confiée au docteur Anselm Franz, un ingénieur autrichien de 34 ans, titulaire d'un doctorat en thermodynamique de l'École polytechnique de Vienne. Franz réunit autour de lui une équipe de 27 ingénieurs spécialisés, experts en métallurgie, en aérodynamique, en thermodynamique et en fabrication de précision. Ils avaient un objectif clair: créer un réacteur qui fournisse 900 kg de poussée, pèse moins de 750 kg, et puisse être produit avec les matériaux limités dont l'Allemagne disposait. Car, contrairement aux Alliés,
L'Allemagne n'avait pas accès à de grandes quantités de superalliage nickel-chrome résistant à la chaleur. Franz et son équipe devaient travailler avec de l'acier ordinaire, avec des températures qui étaient en réalité trop basses, avec des exigences de précision qui semblaient impossibles. Mais ils avaient quelque chose de plus important que les matières premières. Ils avaient l'ingénierie allemande, la rigueur prussienne et la volonté absolue de rendre l'impossible possible. La première percée eut lieu en février 1940. L'équipe de Franz réalisa que la clé de l'efficacité résidait dans la géométrie du compresseur. Les conceptions traditionnelles utilisaient de larges aubes avec des profils simples. Franz calcula que des aubes plus fines, avec des profils aérodynamiques complexes, comprimeraient le flux d'air beaucoup plus efficacement. Il développa une conception à 8 étages, où chaque étage comprimait davantage l'air. Le premier étage tournait à 8700 tours par minute et comprimait l'air entrant d'un facteur de 1,35. Le 8e et dernier étage atteignait un taux de compression cumulé de 3,14 fois 1, ce qui signifiait que l'air qui entrait dans la chambre de combustion était plus de 3 fois plus dense que l'air ambiant. Cette haute compression était essentielle à l'efficacité, mais elle créait un problème massif. Plus on comprime l'air, plus il chauffe. À la sortie du compresseur, la température de l'air atteignait déjà 220 degrés Celsius, avant même que du carburant ne soit brûlé. Dans la chambre de combustion elle-même, les températures explosaient à plus de 1800 degrés Celsius. Les aubes de turbine, directement derrière la chambre de combustion, devaient résister à ces températures extrêmes tout en tournant à 9000 tours par minute et en supportant simultanément des forces centrifuges de plus de 10 000 G. Aucun matériau au monde ne pouvait survivre longtemps à ces conditions, mais Anselm Franz avait une idée. L'idée était si radicale que sa propre équipe pensa d'abord qu'il avait perdu la tête. Franz proposa de rendre les aubes de turbine creuses, totalement creuses. Il voulait ensuite faire passer de l'air froid provenant du compresseur à l'intérieur des aubes, pour les refroidir de l'intérieur. L'air s'échapperait par des centaines de minuscules trous, percés sur toute la surface de l'aube, créant ainsi un film de refroidissement protecteur. Ces calculs montraient que cette approche réduirait la température de fonctionnement effective des aubes de 850 degrés Celsius, mortel, à 650 degrés, gérable. Mais les défis techniques étaient monumentaux. Les aubes devaient être suffisamment fines pour être creuses, mais suffisamment solides pour résister aux énormes forces centrifuges. Les canaux de refroidissement à l'intérieur devaient être dimensionnés avec précision pour assurer un flux d'air optimal. Les centaines de trous de refroidissement, chacun de seulement 0,4 mm de diamètre, devaient être percés avec une précision absolue. Une seule erreur, un seul trou bouché, et l'aube entière fondrait en quelques secondes, et le réacteur tomberait en panne de manière catastrophique. L'équipe de Franz passa 18 mois à perfectionner le processus de fabrication. Ils développèrent des procédés de moulage spéciaux avec des noyaux en céramique qui étaient dissous après le moulage, laissant les intérieurs creux. Ils inventèrent de nouvelles machines à percer de haute précision, capables de placer de minuscules trous de refroidissement avec une exactitude de 0,002 mm. Ils testèrent des dizaines d'alliages d'acier, jusqu'à ce qu'ils trouvent le mélange optimal, acier au chromadium avec 13% de chrome, 0,5% de nickel et des traces de molybdène. En août 1941, le premier moteur Jumo 004 complet fonctionna avec succès sur le banc d'essai. Il fournissait 890 kg de poussée et fonctionna pendant 12 heures sans panne. Le 18 juillet 1942, le Jumo 004 vola pour la première fois, monté sous l'aile du prototype Messerschmitt Me 262. L'ère du jet avait commencé.
Mais la perfection du jumeau 004 allait bien au-delà des aubes de turbines creuses. Chaque aspect du moteur était un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. La chambre de combustion utilisait une conception annulaire innovante avec 6 tubes de flammes séparés, qui assuraient une combustion uniforme et des pics de température minimaux. Les injecteurs de carburant, développés par Bosch, atomisaient le kérosène en gouttelettes microscopiques d'un diamètre moyen de 15 micromètres, ce qui assurait une combustion complète avec un minimum de suie. Le système de roulement utilisait des roulements à billes de haute précision de FAG Schweinfurt, lubrifiés avec une huile synthétique spéciale résistante à la chaleur, qui restait stable à des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius. L'arbre principal, qui reliait le compresseur à la turbine, était fabriqué à partir d'un alliage spécial de nickel-chrome et ne pesait que 28 kg, mais pouvait transmettre 4500 chevaux-vapeur de puissance à 9000 tours par minute. Pour mettre cela en perspective, un moteur de voiture particulière moyen transmet environ 150 chevaux-vapeur. Le Jumo 004 transmettait 30 fois plus de puissance à travers un arbre plus fin qu'un bras humain. La précision de fabrication était stupéfiante. Les aubes du compresseur devaient être fabriquées avec une tolérance de 0,005 mm. C'est la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain. Les profils aérodynamiques des aubes suivaient des courbes mathématiques complexes qui ont été calculées par l'équipe d'Anselm Franz avec des machines à calculer mécaniques pendant des milliers d'heures. Chacune des 8 étapes du compresseur avait une conception d'aube différente, optimisée pour les conditions de pression et de température spécifiques de cette étape. La première étape avait 19 grandes aubes d'une longueur de 82 mm. La 8e étape avait 76 petites aubes, chacune mesurant seulement 12 mm de long. L'ensemble de la section du compresseur était une œuvre d'art rotative composée de 412 composants fabriqués avec précision, chacun étant essentiel au fonctionnement du moteur. Et le plus étonnant était que les usines Junkers pouvaient produire tout cela en série. Entre 1944 et 1945, une moyenne de 4 moteurs Jumo 004 terminés quittaient l'usine de Dessau par jour. Le contrôle de la qualité était si strict que le taux de défaillance en service était inférieur à 3%. Un chiffre remarquable pour une technologie aussi complexe et nouvelle. Lorsque les premiers avions de chasse Me-262 entrèrent en service au combat à l'été 1944, les pilotes alliés furent choqués. Les rapports qui revenaient étaient presque identiques. Le jet allemand était incroyablement rapide, accélérant sans effort hors de n'importe quelle situation. Dépassant les chasseurs alliés comme s'ils étaient à l'arrêt, un pilote américain de P-51 Mustang, le lieutenant Chuck Yeager, qui deviendrait plus tard le premier homme à franchir le mur du son, écrivit dans son rapport de mission du 6 novembre 1944 « Je me suis approché à 500 yards et j'ai ouvert le feu. Impact sur toutes les ailes. Il s'est simplement éloigné en accélérant comme si j'étais à l'arrêt. J'étais à fond à 400 miles par heure et il s'est éloigné sans effort. Quel que soit le moteur que Jerry a, il vient d'une autre planète. » Un pilote britannique de Tempest nota après une rencontre le 4 janvier 1945. « Nos renseignements nous ont dit que le Me-262 était rapide, mais le voir, c'est autre chose. Entièrement. Il a parcouru 6 miles dans le temps qu'il m'a fallu pour faire demi-tour. L'accélération est impossible. Le moteur doit produire le double de ce qui nous avait été communiqué. En fait, les 2 moteurs Jumo 004 du Me-262 produisaient ensemble 1800 kg de poussée, plus que les moteurs entiers de 3 Spitfire combinés. Les services de renseignement alliés devinrent désespérés. À l'automne 1944, la Technical Intelligence Division de l'US Air Force avait la priorité absolue, capturer un avion MU-262 intact avec ses moteurs.
Des dizaines de Me-262 avaient déjà été abattus, mais la plupart avaient été complètement détruits lors de l'impact. Les quelques pièces de moteur récupérées étaient fortement endommagées et ne permettaient que des conclusions limitées. Le 28 mars 1945, la percée se produisit. Sur l'aérodrome de Lechfeld en Bavière, les troupes au sol allemandes capitulèrent sans combattre, et les soldats américains trouvèrent 14 avions, Me-262, presque intacts dans les hangars. Le colonel Harold Watson, chef de l'opération Lusty Team, un commando spécial chargé de capturer la technologie aéronautique allemande, pouvait à peine en croire sa chance. Dans son rapport officiel du 1er avril 1945, il écrivit « Nous avons touché le jackpot du renseignement, 14 avions, Me-262 complets avec des moteurs Jumo 004, certains avec moins de 50 heures de temps total. Les moteurs semblent être en excellent état. C'est plus précieux que 1000 prisonniers. En fait, c'était inestimable. En moins de 48 heures, les Me-262 furent démontés, emballés et expédiés par voie aérienne à Wright Field à Dayton, Ohio. Là, des centaines d'ingénieurs américains et britanniques attendaient déjà pour révéler les secrets de la technologie des moteurs allemands. Mais l'opération Lusty n'était que le début. Dans les semaines chaotiques de la fin de la guerre, les troupes alliées confisquèrent systématiquement tout morceau de technologie aéronautique allemande qu'elles pouvaient trouver. L'usine Junkers à Dessau fut prise par les troupes soviétiques, qui démontèrent immédiatement l'ensemble de l'installation de production et l'expédièrent à Moscou. Les Britanniques conquirent l'usine BMW à Munich, où ils trouvèrent le moteur BMW 003 concurrent. Les Américains s'assurèrent l'usine Messerschmitt à Augsbourg, avec des tonnes de dessins techniques, rapports d'essais et documents de développement. Le plus important fut le 19 avril 1945. Ce jour-là, les troupes allemandes capitulèrent à Nordhausen, Thuringe, et les soldats américains entrèrent dans le Mittelwerk souterrain, où des missiles F-2 étaient produits. Mais dans un secteur latéral de l'immense complexe de tunnels, ils découvrirent quelque chose d'au moins aussi précieux, les archives techniques complètes des usines Junkers, 127 armoires métalliques remplies de plans, calculs, spécifications des matériaux, données d'essai, instructions de production et documents de brevet pour le Jumo 004 et toutes ses variantes. C'était la base de connaissances complètes du développement des moteurs à réaction allemands, 5 années de recherche et développement intensif. Maintenant, entre les mains des Américains, le capitaine Robert Kempel, l'officier du renseignement technique responsable, télégraphia ce même jour à Washington. Avons sécurisé la documentation complète du moteur à réaction Junkers. Estimons la valeur à plusieurs milliards de dollars en temps de développement économisé, recommandons la classification immédiate et le transfert à Wright Field et aux homologues britanniques. Ce document, connu sous le nom de Rapport de renseignement technique 432, fut transmis à l'Angleterre dès mai 1945. 3 jours exactement plus tard. Stanley Hooker était assis dans son bureau chez Rolls-Royce à Derby, étudiant les plans allemands. Devant lui se trouvaient les plans de construction complets des aubes de turbines creuses, incluant toutes les géométries des canaux de refroidissement, les diamètres des perçages, les calculs de débit d'air et les procédés de fabrication. Tout était là. 5 années d'ingénierie allemande, présentées sur un plateau d'argent. Hooker écrivit dans une lettre à son supérieur, Sir Ernest Ives, le 3 juillet 1945, aujourd'hui archivé dans les dossiers de l'entreprise Rolls-Royce. La conception allemande des aubes creuses est remarquablement élégante et résout le problème de température avec lequel nous nous débattons depuis 3 ans. Je recommande que nous adoptions cette approche immédiatement pour nos moteurs de prochaine génération. Franchement, Ernest, nous n'inventons rien de nouveau ici. Nous copions des solutions allemandes qui fonctionnent déjà parfaitement.
avec cette documentation. Nous pourrions avoir un nouveau moteur en vol dans 18 mois au lieu de 5 ans. Sir Ives répondit le lendemain par une simple phrase. Faites-le, mais assurez-vous qu'il n'y ait aucune mention publique des origines allemandes. Le travail commença immédiatement. Rolls-Royce travaillait déjà depuis 1943 sur un nouveau moteur, le Nene. La conception initiale utilisait un compresseur centrifuge et des aubes de turbines solides, refroidies par un flux d'air externe. Maintenant, avec l'accès aux données allemandes, la conception fut complètement revue. Les aubes de turbines creuses furent adoptées, pratiquement identiques aux allemandes en géométrie et en stratégie de refroidissement. La géométrie de la chambre de combustion fut ajustée pour refléter la conception annulaire allemande. Même les détails comme les injecteurs de carburant et la disposition des paliers montraient des influences allemandes incontestables. Le Rolls-Royce Nene, qui tourna pour la première fois en octobre 1945, était à bien des égards une version agrandie et affinée du Jumeau 004 allemand. Il produisait 2270 kg de poussée, environ 2,5 fois plus que le moteur allemand. Mais cela était principalement dû à la plus grande taille et à la disponibilité de meilleurs matériaux. Les principes technologiques fondamentaux, les idées essentielles qui faisaient fonctionner le moteur, étaient allemands. Le Nene devint un succès gigantesque. Entre 1947 et 1956, plus de 4500 moteurs Nene furent produits et utilisés dans des dizaines de types d'avions différents. Le de Havilland Vampire britannique, le Hawker Seahawk, le Supermarine Attacker, tous volaient avec le Nene. Plus important encore, il y eut l'exportation. L'Union soviétique licencia le Nene en 1946, le copia sous le nom de Klimov RD-45 et l'utilisa pour le Mi-G15. L'un des avions de combat les plus performants de l'histoire, avec plus de 12 000 exemplaires produits. Les États-Unis développèrent le Pratt & Whitney J-42, une copie licenciée du Nene, qui vola dans le Grumman F-9F Panther. Même la Chine en produisit une version. Au total, plus de 30 000 avions dans le monde volèrent avec le Rolls-Royce Nene ou ses dérivés. Et chacun de ces moteurs était basé sur la technologie allemande, capturée en 1945. Rolls-Royce gagna des centaines de millions de livres grâce aux ventes de moteurs et aux redevances. Anselm Franz, l'homme qui avait inventé la technologie scellée, ne reçut rien. Franz connut un destin différent. En mai 1945, il fut arrêté par les troupes américaines à Dessau. Après 3 mois d'interrogatoire dans un camp d'internement américain, il fut emmené aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, entre 1945 et 1948. Franz travailla comme conseiller technique pour Wright Aeronautical, puis General Electric, où il aida à développer des moteurs à réaction américains. Mais ce n'était pas du conseil au sens propre du terme. Dans les transcriptions d'interrogatoires, déclassifiées en 1972, Franz décrivit la situation comme un interrogatoire technique sous la contrainte. Il fut forcé de révéler chaque détail de son travail sur le Jumeau 004, d'expliquer chaque calcul, de démontrer chaque processus de fabrication. Les Américains ne voulaient pas seulement la technologie, ils voulaient le savoir-faire pour la développer davantage. Franz coopéra initialement, dans l'espoir d'obtenir plus tard un emploi, ou au moins une reconnaissance pour son travail. Celle-ci ne vint jamais. En 1948, son contrat ne fut pas renouvelé, et Franz retourna en Allemagne. Il trouva un emploi comme simple dessinateur dans une petite entreprise de construction mécanique à Stuttgart, loin de l'industrie aéronautique. Dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel en 1969, 4 ans avant sa mort, Franz déclara « Je vois mes aubes de turbines creuses dans chaque moteur à réaction moderne, chaque avion de ligne, chaque avion de combat. Même les turbines industrielles utilisent mon invention.
mais mon nom n'apparaît nulle part. L'histoire dit que Rolls-Royce l'a inventé. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge que personne ne veut corriger. Franz mourut le 18 mars 1973 à Stuttgart, oublié du monde qu'il avait révolutionné. La technologie du Jumo 004 se répandit comme une traînée de poudre dans l'industrie aéronautique d'après-guerre. Aux États-Unis, General Electric développa le moteur J47, le premier moteur à flux axial américain produit en masse. Le J47 montrait des influences claires de la conception du Jumo 004, incluant les aubes de turbines creuses et l'architecture du compresseur axial à plusieurs étages. Entre 1948 et 1956, un nombre inou de 35 000 moteurs J47 furent produits, volant dans le F-86 Sabre, le B-47 Stratojet et de nombreux autres avions. Pratt & Whitney suivit avec le J-57, le premier turboréacteur à double flux, qui utilisait également des aubes de turbines creuses de conception allemande. En Union soviétique, le bureau d'études Tumansky développa le moteur R-11, qui vola dans le MiG-21, l'un des avions de combat les plus répandus de tous les temps, avec plus de 11 000 exemplaires. Ce moteur utilisait également des aubes de turbines creuses, refroidies intérieurement. En France, Snecma développa le moteur Attar pour la série Mirage, également avec la technologie de refroidissement allemande. La Grande-Bretagne resta un leader avec Rolls-Royce, et qui développa toute une série de moteurs à succès, de l'Avon au Spey, en passant par le RB211, tous basés sur des principes initialement démontrés dans le Jumo 004. Mais la véritable révolution eut lieu dans l'aviation civile. Dans les années 1960, commença l'ère des avions de ligne à réaction, le Boeing 707, le Douglas DC-8, le Convair 880. Tous volaient avec des turboréacteurs qui utilisaient des aubes de turbines creuses, refroidies intérieurement. Cette technologie était absolument cruciale. Les moteurs à turbines modernes fonctionnent à des températures d'entrée de turbine supérieures à 1600 degrés Celsius, bien au-delà du point de fusion de la plupart des métaux. Sans refroidissement interne, il serait physiquement impossible de construire un moteur à réaction efficace. L'innovation d'Anselm Franz en 1940 se retrouve aujourd'hui dans chaque moteur à réaction commerciale, le Boeing 737. L'avion de ligne le plus vendu de tous les temps, avec plus de 11 000 exemplaires construits, vole avec des moteurs CFM56. Ces moteurs ont des aubes de turbine dotées de canaux de refroidissement interne, un développement direct de la conception originale de Franz, l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers au monde, utilise des moteurs Rolls-Royce 3900 ou Engine Alliance GP7200. Les deux ont des aubes de turbine creuses avec des géométries de refroidissement interne extrêmement complexes. Mais le principe fondamental est identique à ce que Franz a inventé en 1940. Chaque année, plus de 4 milliards de passagers voyagent dans des avions dont les moteurs sont basés sur la technologie allemande de 1940. L'importance économique est difficile à saisir. L'industrie aéronautique mondiale génère environ 2,7 billions de dollars de chiffre d'affaires par an. Une part importante de ce chiffre serait impossible sans la technologie que les ingénieurs allemands ont développée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'évolution technique est remarquable. Les aubes de turbines modernes sont beaucoup plus complexes que la conception originale de Franz, mais elles suivent les mêmes principes. Une aube de turbine pour un moteur General Electric GE9X moderne, qui propulse le nouveau Boeing 777X. Il possède plus de 3000 canaux de refroidissement interne, dont certains ne mesurent que 0,2 mm de diamètre. L'aube est une merveille de moulage de précision, fabriquée à partir d'un alliage de nickel monocristallin.
Un matériau qui n'a pas de joint de grain et qui peut donc mieux résister aux températures extrêmes. Mais l'approche fondamentale, qui consiste à faire passer de l'air froid à travers l'intérieur et à le faire sortir par de minuscules trous, est exactement la même que dans le Jumo 004 de France de 1940. Les fabricants de moteurs ont affiné la technologie, l'ont optimisée, l'ont améliorée avec des matériaux et des procédés de fabrication de pointe. Mais ils n'ont rien inventé de fondamentalement nouveau. Ils s'appuient sur une base allemande. Si vous appréciez ces vérités techniques, vous pouvez soutenir directement ma chaîne grâce à la fonction Super Thanks de YouTube. Cette histoire n'est pas seulement pertinente sur le plan historique, elle fait partie de notre présent technologique. Chaque fois que vous montez dans un avion, vous confiez votre vie à l'ingénierie allemande de 1940. Les aubes de turbines creuses qu'Anselm Franz a inventées tournent dans les moteurs sous vos ailes. Mais cette histoire est presque oubliée. Les manuels scolaires mentionnent Rolls-Royce, General Electric, Pratt & Whitney comme des pionniers. Le nom de Franz apparaît rarement. Grâce à votre soutien via Super Thanks, je peux fouiller plus profondément dans les archives, interviewer les derniers témoins oculaires encore vivants, numériser des documents techniques rares. Chaque Super Thanks m'aide à préserver cette histoire oubliée de la technologie allemande et à montrer à une nouvelle génération qui a vraiment rendu possible l'ère du jet. La dimension morale de cette histoire est complexe. Les Alliés ont gagné la guerre contre un régime criminel qui a commis des crimes contre l'humanité à une échelle inimaginable. La saisie de la technologie allemande était justifiée du point de vue des vainqueurs, à titre de réparation pour la destruction que l'Allemagne avait causée. Mais l'histoire individuelle d'Anselm Franz et de ses ingénieurs soulève des questions difficiles. Franz n'était pas un idéologue nazi. C'était un ingénieur qui voulait résoudre un défi technique. Son invention était une brillance scientifique, pas une prise de position politique. Après la guerre, il a été contraint de divulguer ses connaissances, puis mis de côté et oublié. Les entreprises qui ont gagné des milliards grâce à sa technologie ne lui ont jamais donné de crédit. Est-ce juste? La question est difficile à répondre. Ce qui est sûr, c'est que la vérité technique doit être racontée. Anselm Franz a inventé l'aube de turbines creuses à refroidissement interne. Cette invention a rendu possible l'aviation moderne. Sans elle, il n'y aurait pas d'avion de ligne à réaction, pas de mobilité mondiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est un fait, indépendamment de la politique ou de la morale. Dans les années 1970 et 1980, lorsque les premières études historiques détaillées sur le développement des moteurs à réaction ont été publiées, certains historiens et ingénieurs ont commencé à reconnaître le rôle allemand. Dans un document technique de 1982 intitulé « The Development of Turbine Cooling », publié dans le Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, l'ingénieur américain Dr. Robert Smyth a écrit « Il faut reconnaître que la percée fondamentale dans le refroidissement des aubes de turbines a été réalisée par des ingénieurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier par le Dr. Anselm Franz et son équipe des usines Junkers. Tous les développements ultérieurs dans ce domaine sont essentiellement des raffinements de leur concept original. La technologie moderne des turbines doit une immense dette à cette innovation allemande. Un livre de 1989 de Sir Stanley Hooker lui-même, intitulé Not Much of an Engineer, contenait un aveu remarquable. À la page 127, Hooker a écrit « Je dois être honnête. Lorsque nous avons examiné les moteurs Jumo 004 capturés en 1945, nous avons été stupéfaits. La conception de l'aube creuse avait des années d'avance sur tout ce que nous avions envisagé. Nous l'avons adopté en bloc pour notre moteur Néné. Avec le recul, je regrette que le Dr Franz n'ait jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait. C'était un ingénieur brillant qui a résolu l'un des problèmes les plus difficiles de la thermodynamique.
Son travail a rendu possible l'ère du jet. C'était une rare honnêteté. Mais elle est arrivée trop tard. Franz était déjà mort. Oublié d'un monde qu'il avait changé. Aujourd'hui, en 2024, on estime à 120 000 le nombre de vols commerciaux quotidiens dans le monde. Chacun d'eux utilise des moteurs à turbine, avec des aubes de turbines creuses refroidies intérieurement. La technologie est devenue si banale que presque personne n'y pense. Les étudiants en ingénierie apprennent le refroidissement des turbines dans leurs cours de thermodynamique. Mais la plupart des manuels scolaires ne mentionnent pas d'où vient l'idée à l'origine. Une exception est l'ouvrage de référence Gas Turbine Theory de H. Cohen, J.F.C. Rogers et H.I.H. Saravanamuthu. Aujourd'hui, dans sa 7e édition, à la page 234, on trouve un court paragraphe. Le concept de refroidissement interne des aubes de turbine a été mis en œuvre avec succès pour la première fois par le docteur Anselm Franz dans le moteur allemand Jumo 004 de 1940 à 1942. Cela a représenté une percée fondamentale qui a permis tous les développements ultérieurs des turbines à haute température. Ce sont 2 phrases dans un manuel de 450 pages, mais c'est une reconnaissance. C'est la vérité. Les chiffres économiques sont époustouflants. Depuis 1945, on estime que plus de 5 millions de turboréacteurs ont été produits dans le monde pour des applications militaires et civiles. Pratiquement chacun d'entre eux utilise des aubes de turbines refroidies intérieurement. La valeur totale de ces moteurs sur 75 ans, corrigée de l'inflation, se chiffre en billions de dollars. Rolls-Royce, General Electric, Pratt & Whitney, Safran, tous les grands fabricants de moteurs ont gagné des centaines de milliards. Si Anselm Franz avait conservé un brevet sur son invention et n'avait perçu qu'un seul % de redevance, sa fortune se serait chiffrée en dizaines de milliards. Mais les brevets allemands ont été annulés en 1945 par les Alliés et déclarés du domaine public. Les entreprises ont pu les utiliser librement, sans payer. Franz n'a rien reçu. Il est décédé en 1973 dans un petit appartement à Stuttgart. Son revenu mensuel de retraite s'élevait à environ 400 $. La même semaine, Rolls-Royce signait un contrat de 280 millions de dollars pour des moteurs RB211, dont les aubes de turbine utilisaient le principe de Franz. L'histoire du Jumo 004 est plus que l'histoire d'un moteur. C'est l'histoire du fonctionnement du progrès technologique, de la manière dont les idées se répandent, de la manière dont l'innovation est récompensée ou oubliée. Franz et son équipe ont travaillé dans des conditions extrêmes, avec des ressources limitées, sous la pression d'un régime totalitaire dans une guerre terrible. Malgré cela, ils ont créé quelque chose de fondamentalement nouveau, une solution à un problème qui avait dérouté les meilleurs ingénieurs du monde. Après la guerre, leur travail a été confisqué, copié, commercialisé. Ils n'ont reçu aucune reconnaissance, aucune rémunération, aucune gratitude. Est-ce la nature inévitable de la guerre et de la technologie? Peut-être. Mais au moins, nous pouvons raconter la vérité. Nous pouvons dire qui a réellement inventé l'aube de turbine creuse. Nous pouvons donner à Anselm Franz la place dans l'histoire qu'il mérite. Les détails techniques sont importants, parce qu'ils rendent l'histoire réelle. Ce n'est pas seulement une vague affirmation selon laquelle la technologie allemande était avancée. C'est spécifique, un compresseur axial à 8 étages avec un rapport de compression de 3,14.1. Des aubes de turbine avec des alaisages de refroidissement de 0,4 mm et des canaux internes, de l'acier au chromadium avec 13% de chrome, 900 kg de poussée pour 720 kg de poids, 1,08 kg par kilogramme de poussée par heure de consommation spécifique. Ce ne sont pas des mythes ou des exagérations. Ce sont des faits documentés provenant de rapports techniques, de données d'essais et de documents historiques. Et ces faits montrent quelque chose d'extraordinaire.
En 1942, pendant le pire conflit de l'histoire de l'humanité, un petit groupe d'ingénieurs allemands a créé une technologie qui, 3 générations plus tard, est encore la base de notre aviation mondiale. C'est la puissance de l'ingénierie, c'est la rigueur prussienne, c'est l'héritage que nous ne devons pas oublier. Quel détail technique du Jumo 004 vous a le plus impressionné? Étaient-ce les aubes de turbines creuses avec leurs canaux de refroidissement microscopiques? L'architecture du compresseur à 8 étages? Le fait que l'Allemagne ait produit le premier turboréacteur de série au monde alors qu'elle était soumise à des bombardements massifs? De nombreux ingénieurs ici, dans les commentaires, ont partagé des anecdotes incroyables. Des grands-pères qui travaillaient chez Junkers à Dessau. Des dessins techniques originaux trouvés dans les archives de l'entreprise, des aubes de turbines modernes qui, au microscope, ressemblent presque trait pour trait à la conception de Franz de 1940. Chaque commentaire ajoute une pièce supplémentaire au puzzle. Partagez vos réflexions, vos connaissances, vos histoires familiales sur le Jumo 004. Ensemble, nous préservons la véritable histoire de l'ingénierie allemande.